Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. on va attendre quelques minutes, le temps que les personnes, se connectent. 2 minutes et puis on va démarrer. Voilà, il est 11h32, je vous propose de commencer. Donc bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire, d'une série de 6 sur la consolidation. Aujourd'hui, nous traitons retraitement et homogénéisation en consolidation. Le premier webinaire, pour rappel, traitait de l'environnement général de la consolidation. C'était une présentation plutôt générale. Là, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet avec Fadia. Alors, le sommaire, pour commencer, donc voici ce dont nous allons traiter. Donc, intérêt des retraitements et homogénéisation en conso, retraitement obligatoire, optionnel, ce que sont les retraitements d'homogénéisation, les intercos réciproques et non réciproques, les changements de méthode d'estimation et de correction d'erreurs et nous vous présenterons notre offre. Mais avant de commencer tout ça, nous allons nous présenter. Fadia, je te laisse commencer. Oui, merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fadia Reguet, expert comptable depuis 20 ans. Je fais des comptes consolidés donc depuis 17 ans dans des groupes du CAC 40, des groupes de toute taille en fait, des PME, TI. Voilà, donc j'ai complété cette formation aujourd'hui par une certification en coaching qui me permet de faire une proposition de service complémentaire, hein, voilà, et qui permet de donner une autre dimension également à la profession d'expert comptable. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui avec Claire les retraitements en compte consolidé. Voilà, Claire, merci à toi de te présenter. Je prends le micro. Donc, moi, c'est Claire qui est le maître de mon nom d'épouse. Je suis associée expert comptable, associée chez PKF Arcelon depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Responsable de l'équipe consolidation et reporting au sein de PKF Arcelon. Cette équipe-là est nationale, mais moi je suis basée à Rennes. Je fais de la conso du coup depuis 2007 que je suis rentrée chez PwC à l'époque. Et voilà. Et donc je suis aussi professeure de consolidation à l'IGR, qui est une école à Rennes. Voilà, et qui me permet à moi aussi du coup d'enrichir ma palette de compétences. Avant de commencer le sujet, vous dire que ce webinaire est enregistré, pardon, que vous pourrez le retrouver donc sur notre chaîne YouTube PKF Arcelon en replay. Et de toute façon, le replay et le support vous seront envoyés à la suite de ce webinaire-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat du Teams. Si on peut y répondre, on y répondra. Et si ça demande un peu plus d'approfondissement ou si on n'a pas le temps, on se propose de vous répondre par mail par la suite. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Présentation de PKF Arcelon. Donc notre mission avant tout, c'est d'accompagner les entreprises qui font le dynamisme du territoire. PKF Arcelon accompagne les organisations, les dirigeants, les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, le développement et leur transformation. Et on insiste sur le fait que, en effet, on est présent sur tout le territoire et par la présence de nos 30 bureaux en France, donc répartis un peu partout. On est à Paris, mais pas que. On est aussi beaucoup en région. En tout, nous sommes 930 personnes et un peu plus de 70 associés. Et donc, on n'est pas une vieille marque, mais on est issu quand même d'un big, pardon, qui était PwC, la branche expertise comptable de PwC. Qui du coup s'est émancipé. Et voilà, on a fondé PKF Arcelon. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant, on est à 93 millions d'euros de chiffre d'affaires et notre activité s'étend des métiers traditionnels de l'expertise comptable, commissariat aux comptes, gestion de la paye,
mais aussi on a un département conseil qui fait de la stratégie patrimoniale, de la gestion des risques, la gestion de la performance et du coup de la consolidation, c'est pourquoi je suis là. Je vous propose donc de commencer et Fadia, à toi la parole. Oui, alors merci Claire. Donc nous allons présenter les intérêts des retraitements et homogénéisation. Pas Ouh, facile. on a beau s'entraîner, c'est compliqué à dire. En consolidation, donc. Donc le principe, c'est quand nous avons la comptabilité, la comptabilité individuelle et la comptabilité, les comptes consolidés, où là, nous avons des méthodes qui peuvent diverger. Effectivement, la nécessité, elle est d'homogénéiser, pardon, les comptes et de se conformer au référentiel de chaque pays et d'avoir en fait des règles comptables adoptées par le groupe. Des règles comptables qui vont permettre de montrer l'importance de l'activité, d'avoir une image fidèle sur l'activité économique du groupe et non pas sur une activité de telle ou telle filiale. C'est pour cette raison que très souvent, dans la pratique, on utilise les principes et méthodes comptables de la société mère et de ce fait, toutes les filiales du groupe dans le périmètre vont homogénéiser leurs comptes au regard de ces méthodes comptables utilisées par la société mère. Il arrive parfois, ça arrive, mais c'est marginal, que les règles de la société mère ne sont pas retenues pour la simple et bonne raison que ces règles-là ne donnent pas une image cohérente de l'activité du groupe et que parfois il y a certaines règles, il y a des règles d'une filiale qui peuvent être plus cohérentes par rapport à ce qu'on attend du groupe, à l'image du groupe. Donc, je tiens à préciser, nous avons donc des retraitements d'homogénéisation, mais il faut bien documenter. Et là, c'est des années d'expérience qui disent, parce que ça peut très vite être un peu fouillis, il faut bien documenter le dossier permanent sur le choix des méthodes retenues. Donc, pourquoi on a choisi telle méthode, quel est l'intérêt, et bien sûr la liste des retraitements, et à chaque clôture, les revoir. Voir quel est l'intérêt, est-ce qu'on remet à jour, on a oublié quelque chose, etc. Donc, avoir un bon suivi de ces retraitements et d'homogénéisation. Donc, je laisse la parole à Claire, qui va nous présenter les retraitements obligatoires. Merci Fadia. Donc les retraitements qui ont été dits comme obligatoires par le règlement ANC 2020-01. Donc ce règlement-là fait qu'on ne parle plus maintenant de méthodes préférentielles ou pas préférentielles. Maintenant, c'est les méthodes sont obligatoires ou optionnelles, mais on ne parle plus de méthodes préférentielles. Donc, dans les retraitements obligatoires, on a la neutralisation, l'annulation en fait des provisions réglementées, tout ce qui est écriture passée uniquement, enfin d'écritures qui sont définies comme étant uniquement à caractère fiscal. Celles-ci, on n'en veut pas en conso, donc on doit les neutraliser. Donc, bien s'assurer que les comptes, par exemple pour les amortissements dérogatoires, soient bien à zéro dans les comptes conso. Deuxième retraitement obligatoire, l'inscription au bilan des contrats de crédit bail. Donc pour rappel, quand on active un contrat de crédit bail, quand on l'inscrit au bilan, on comptabilise une IMO en contrepartie d'une dette. Cette IMO-là, on la fait vivre dans le temps. La dette aussi, on la fait vivre dans le temps. Et au compte de résultat, on élimine la redevance. Contrepartie de cette élimination de redevance est éliminée contrepartie charge financière, donc de la dette, et remboursement du capital de la dette. Et par ailleurs, ne pas oublier le dernier impact résultat qui est la DAP pour faire vivre l'immobilisation et l'amortir. Évidemment, mais on en parlera plus tard, il y a aussi les impôts différés qu'il ne faut pas oublier. Troisième retraitement obligatoire, l'étalement des coûts d'emprunt. Les coûts d'emprunt doivent être étalés sur la même durée que l'emprunt. C'est un retraitement obligatoire. Inscription en charge des frais de constitution, de transformation et de premier établissement. Donc là, quand on les a activés en IMO, quand ils sont en IMO dans les comptes statutaires, il faut les basculer en charge en compte conso. À l'inverse, les coûts de développement et les coûts de création de site internet sont mis à l'actif. Sont mis à l'actif aussi tout ce qui est droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte liés à l'acquisition d'un actif. Donc ne pas oublier que quand on achète une IMO et qu'on a des frais,
évidemment, le caractère significatif reste un caractère important et un critère, mais dès qu'on a des frais significatifs, il faut les activer avec l'IMO et aussi la faire vivre au même rythme que l'IMO. Donc l'amortir aussi sur la durée de l'IMO. Et on doit comptabiliser les impôts différés. Les actifs d'impôts différés, eux, attention, il faut quand même être vigilant sur la recouvrabilité de ces impôts différés. Et si on les active, il faut avoir espérance de pouvoir imputer ces actifs d'impôts différés, ces déficits activés sur des bénéfices futurs et donc pouvoir présenter un business plan. Généralement, on présente 5 ans de visibilité pour pouvoir justifier qu'on pourra imputer les déficits fiscaux activés sur les futurs bénéfices. Voilà, donc ça, ce sont les retraitements qui sont, alors pas tous devenus, parce qu'il y en a beaucoup qui l'étaient déjà, mais qui sont maintenant obligatoires par le nouveau règlement 2020-01, en normes françaises donc. Fadia, je te laisse présenter les retraitements optionnels. Donc effectivement, merci Claire. Donc effectivement, nous avons vu les retraitements obligatoires, ce qu'ils étaient déjà, ceux qui le sont devenus, notamment le crédit bail. Maintenant, nous avons des retraitements optionnels que l'ANC, le règlement ANC 2020-01 est venu donc clarifier, expliquer peut-être de manière un peu plus claire. Nous avons certains éléments certains points, notamment la PIDR, donc la provision d'indemnité de départ à la retraite, qu'on appelle les engagements de retraite, qui reste optionnel. Donc, ça l'était déjà aujourd'hui, ça le reste encore. Il ne faut pas, c'est-à-dire, c'est optionnel dans le sens où on le comptabilise ou pas, on a le choix dans les comptes. Mais ce qui n'est pas optionnel et ce qui reste obligatoire, c'est que même si ce n'est pas comptabilisé, ce n'est pas présenté dans les comptes, on va quand même le mettre dans les états financiers à travers une information en annexe. Et cette information en annexe, elle reste quand même importante puisqu'il faut chiffrer, donner des montants. Il faut quand même calculer en fait cette PIDR, l'impact de cette PIDR dans le résultat, donner des montants et exposer les hypothèses retenues qui ont permis en fait d'étayer ces montants, de présenter ces montants. Donc ça, c'est une obligation de présentation en annexe, quelle que soit la méthode retenue, le choix retenu en comptabilisation ou pas. Donc la PIDR d'une part. Ensuite, nous avons aussi les contrats à long terme. Les contrats à long terme, donc il y a deux méthodes. On a la méthode à l'achèvement et la méthode à l'avancement. Donc la méthode à l'achèvement, c'est-à-dire qu'on décide de comptabiliser les impacts à la fin de la réalisation du contrat. Ou alors, la méthode à l'avancement, c'est qu'au contraire, on décide de comptabiliser les impacts de ce contrat d'une année sur l'autre au fur et à mesure de l'avancement du contrat, des travaux. Mais l'ANC 2020-01 précise ça reste optionnel, hein, soit la méthode à l'achèvement, soit la méthode à l'avancement, et qu'il n'y a aucune méthode préférentielle. On n'a pas une méthode de référence. On dit juste qu'on a la possibilité de faire l'une ou l'autre. Je tiens à préciser, ça c'est un peu logique, mais on le dit quand même, quand on choisit de faire telle ou telle méthode, même si elle est optionnelle, si on choisit d'opter pour cette option-là, pour ce type de méthode, ou pour la comptabilisation ou non des engagements retraite, on s'y tient. C'est-à-dire, on ne fait pas yo-yo. Une année, ça m'arrange de comptabiliser la PIDR, et puis l'autre année, non, là, ce n'est pas possible. Donc non, bien entendu, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le choix. On le documente encore une fois. Et si un élément intervient ultérieurement, eh bien, on a la possibilité, bien entendu, de changer d'option, mais il faut que ce soit justifié. Voilà. Par ailleurs, nous avons aussi le retraitement optionnel sur les inscriptions des emprunts non remboursables en capitaux propres et la réévaluation des actifs de l'ensemble des filiales consolidées. Donc ça aussi, c'est optionnel. On peut le faire pour l'ensemble des filiales ou pas, donc, ce qui fait un peu en French GAAP, en normes françaises, ce qui n'est pas forcément le cas pour les IFRS, mais ça, c'est un autre point, puisque ce webinaire se présente uniquement les comptes en French GAAP. Autre point de vigilance, les écarts de conversion. Ces écarts de conversion
comptabiliser en résultat, cette option n'est plus possible. Le règlement maintenant l'interdit. Et ce point, donc la comptabilisation des écarts de conversion, suit la règle du PCG. Voilà. Donc, nous allons passer au retraitement d'homogénéisation. Oui, merci Fadia. Alors, les retraitements d'homogénéisation, c'est pour rappel, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais le rappeler, c'est pour que toutes les entités du groupe, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays où elle est, quel que soit le référentiel local, doit présenter ses comptes au niveau de la conso et selon les mêmes principes et méthodes comptables que ceux définis par le groupe. Donc, comme disait Fadia tout à l'heure, très souvent celui d'Amer, mais pas forcément. Et donc, tout le monde doit présenter, doit comptabiliser une même transaction de la même façon que définie par les principes et méthodes groupe 1. Alors, par exemple, il y en a plein, mais exemple de retraitement d'homogénéisation, c'est que Unimo, où qu'elle soit, dans quelque filiale qu'elle soit, doit avoir, à partir du moment où elle est dans la même catégorie, la même durée d'amortissement. Donc, comment on fait dans ces cas-là? On regarde l'amortissement qui a été comptabilisé dans les comptes statutaires. On recalcule cet amortissement selon les principes et méthodes groupe, donc selon la durée définie par le groupe. Et on va passer l'écriture pour passer de la DAP statutaire à la DAP qui aurait dû être constatée selon les méthodes principes groupe, selon la durée groupe. Voilà, donc on passe cet écart de DAP. Pour les stocks, c'est pareil, tout le monde doit comptabiliser, valoriser les stocks de la même façon. Donc, soit coût moyen pondéré, soit le FIFO, first in, first out, soit l'IFO, même si le LIFO n'existe pas dans les comptes statutaires, il est possible de le faire en conso. Donc, on doit procéder aux ajustements, donc comptabiliser les écarts éventuels de valorisation, de méthode de comptabilité entre les comptes statutaires et les comptes tels qu'ils doivent apparaître selon les principes et méthodes définis par le groupe. Voilà. Petit pic, quand on corrige comme ça les durées d'amortissement ou la méthode de valorisation de stock, ne pas oublier de tenir cet ajustement, comme le disait Fadia, de le formaliser pour qu'il puisse être tenu et suivi dans le temps et que on n'oublie pas d'une année sur l'autre se dire ah ça j'avais oublié de corriger la DAP, donc il va falloir que je fasse une correction d'erreur et que du coup je rattrape 2 ans de correction de DAP. Voilà, il faut vraiment suivre et formaliser dans le temps ces retraitements d'homogénéisation, d'autant plus que, mais ça sera l'objet d'un futur webinaire, il faut suivre les impôts différés dus à ces retraitements d'homogénéisation. Maintenant, passons aux intercos. Les fameux intercos. Alors, effectivement, les réconciliations des opérations interco, donc c'est un point majeur et ça peut très vite devenir une opération chronophage dans le process d'établissement des comptes consolidés. Donc, c'est un point qui se travaille en amont pour pouvoir justement limiter cet aspect chronophage. Donc, les opérations réciproques. Ce sont des opérations, en fait, qui se passent entre filiales réciproques à l'intérieur du groupe. Et nous avons vu un postulat de base qui est important au niveau de la consolidation, c'est qu'une filiale d'un groupe ne peut pas s'enrichir au détriment d'une filiale du même groupe. Donc ça, c'est important à retenir. Et par ailleurs, il y a une règle, évidemment, les créances et dettes réciproques, ainsi que les produits et les charges réciproques, sont éliminés dans leur totalité. Donc, en termes d'opérations réciproques, nous avons 3 grandes catégories d'élimination. Celles sur les opérations réciproques, client-fournisseur, achat-vente, donc les opérations de transaction. Ensuite, celles qui sont relatives aux transactions non réciproques. On peut avoir les marges sur stock, des plus-values de cession interne d'IMO, par exemple, les dividendes, des dépréciations internes, etc. Et enfin, troisième famille, c'est l'élimination des titres de sociétés consolidées. Voilà, donc là, pour avoir un process optimisé, il faut respecter 3 phases
quelles que soient donc, ces opérations internes, nous avons la phase de recensement réciproque et identification des écarts. Et donc là, on identifie les types de transactions qui sont concernées, donc à savoir les clients fournisseurs, achats-ventes, quels sont les types de comptes concernés, donc les identifier, s'assurer qu'il y a une réciprocité des comptes utilisés, et car un compte non adéquat peut entraîner un écart intragroupe. Donc effectivement, il peut y avoir une filiale qui déclare un achat dans le résultat opérationnel, et la filiale en contrepartie qui met ça en résultat exceptionnel. Et donc, en fait, ça va créer un écart qui sera compensé par les comptes d'ajustement. Et je vais vous en dire 2 mots sur les comptes d'ajustement. Et effectivement, donc là, il faut que le compte d'ajustement il soit à 0 au global. Ça permet de tamponner. Mais là, le compte d'ajustement, si nous avons dans la partie résultat opérationnel un compte d'ajustement qui n'est pas à 0, il se compense avec, bon, au travers de cet écart-là, du choix de compte qui est inadéquat, avec un résultat exceptionnel gonflé par un compte d'ajustement qui n'est pas à 0. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. Ensuite, nous arrivons à la phase 2, où là, nous ajustons, nous corrigeons les écarts identifiés. Ce qui est important à savoir, c'est que nous avons 2 types d'écarts. Nous avons les écarts qui ne sont pas justifiés, comme erreur de compte, qui sont liés à une erreur de compte, une erreur de déclaration de partenaire. Et donc là, il faut les corriger. On les corrige. Mais nous avons aussi une deuxième nature d'écarts qui sont des écarts qui sont justifiés. Et là, je vous donnais l'exemple, en fait, un écart de conversion, un écart de change, écart de conversion. Et dans ce cas-là, cet écart étant justifié, on va juste passer une écriture, mais au niveau des écarts de change. Donc, en fait, cet écart, il a lieu d'être. Donc, voilà. Une fois qu'on a identifié les écarts, on recense les écarts, on a la phase 2 d'ajustement de correction des écarts identifiés, on va avoir l'élimination des écarts. Et là, comme disait Claire lors du webinaire précédent, l'importance d'avoir un logiciel de consolidation parce que, et là c'est du vécu, hein, j'ai déjà fait des consolidations sous Excel pour éliminer, ajuster en fait les écarts interco sous Excel. C'est vraiment chronophage et c'est compliqué. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un logiciel qui va éliminer automatiquement les écarts et à travers un état de restitution qui va nous faciliter la recherche de l'écart, l'origine de l'écart interco. Donc, ça, c'est important. Voilà, donc nous allons passer aux opérations non réciproques. Non réciproques. Merci Pardon. Fadia. Les opérations non réciproques, donc comme son nom l'indique, c'est des opérations qui ne se neutralisent pas parce on n'a pas la même chose au bilan d'une entité avec son partenaire. On a une opération qui impacte du coup le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opération non réciproque? On a les dividendes. Parce que celle qui distribue les dividendes, elle a son impact en sortie de capitaux propres, et celle qui reçoit le dividende, elle a son impact en résultat financier. Donc là, vous voyez bien que ça impacte le résultat. Et donc, pour ne pas prendre 2 fois le résultat de la filiale, une fois quand il remonte l'année N et l'autre fois l'année d'après quand il est reçu par la mère, la détentrice, eh bien, on neutralise cet impact dans ce produit financier dans la mère, contrepartie capitaux propres. Le deuxième retraitement assez classique interco avec impact résultat, c'est les provisions internes. Les provisions internes, de la même façon que les dividendes, en fait, pour ne pas prendre 2 fois, 2 années, l'impact résultat, en l'occurrence plutôt la perte là de la fille, on le neutralise. Une fois la fille remonte sa perte, l'année d'après la mère provisionne pour compenser ce résultat négatif, et donc on aurait 2 fois le résultat négatif. Donc il faut bien le neutraliser parce qu'encore une fois, on ne s'enrichit pas ou on ne s'appauvrit pas pardon, à l'intérieur du groupe. On peut aussi avoir des cessions internes, alors que ce soit IMO ou stock, à partir du moment où on réalise une marge à travers une opération, une transaction interne, on doit la neutraliser. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remet à valeur historique le stock ou l'IMO. On garde la valeur parce qu'on ne se crée pas de la valeur à l'intérieur du groupe.
Et après, s'il s'agit d'une IMO, on garde le rythme d'amortissement qu'elle avait dans la première entité, dans celle qui a vendu. Donc on doit corriger encore une fois, et là ça rejoint le retraitement d'homogénéisation des durées d'amortissement. On reprend le plan d'amortissement tel qu'il était dans la société qui a vendu. Et là, petite subtilité aussi, attention aux impôts différés. Les impôts différés suivent le sous-jacent, suivent l'actif. L'impôt différé n'est pas constaté dans la vendeuse, mais dans celle qui garde le sous-jacent, l'actif. Voilà, donc il faut d'abord s'assurer qu'on a bien la même chose dans celle qui vend et dans celle qui reçoit. Il faut s'assurer que les comptes utilisés, évidemment, sont corrects pour ne pas neutraliser un impact alors qu'il n'est pas au bon endroit, et s'assurer du bon partenaire, évidemment. Il faut aussi faire attention au fait que si on n'a pas 100% de l'entité, si on ne tient pas 100% de la filiale, la plus-value, il faut bien la répartir aussi au bon prorata de groupe, enfin de tension de ce que détient le groupe par rapport aux minoritaires. Donc il faut, encore une fois, et ça rejoint ce qu'on va répéter, l'intérêt du logiciel, parce que cette répartition groupe minot, en fait, elle se fait tout le temps. Voilà, donc si on doit le faire à la main, c'est quand même beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus risqué que si on avait un logiciel qui, de toute façon, s'il était bien paramétré et si la déclaration est bien faite, se fait de façon automatique. Si on a des écarts, parce qu'il arrive qu'on ait des écarts, il faut les formaliser, il faut justifier ces écarts et probablement passer une écriture pour corriger l'impact qui aurait dû être passé dans les comptes statutaires et qui n'a pas été fait, donc on peut corriger en top. Attention quand même, les divergences entre comptes conso et comptes sociaux sont quand même très pointées par les CAC. Et élimination phase 3 de ces impacts résultats, parce qu'encore une fois, on ne s'enrichit pas ou on ne s'appauvrit pas à l'intérieur du groupe. Donc, on doit éliminer tout ce qui est impact résultat issu de transactions internes. Voilà, pour qu'il y ait des neutralisations à l'intérieur du groupe. Et par contre, ces marges-là qui ont été neutralisées à l'intérieur de la conso seront externalisées, extériorisées quand le sous-jacent, quand l'actif sortira du groupe. Mais tant que c'est dans le groupe, on ne veut pas constater de marge interne. Voilà pour les opérations avec impact résultat. Et il y a une autre opération qui est qualifiée de non réciproque mais qui n'a pas d'impact résultat, c'est l'élimination des titres. L'élimination des titres, c'est quand même un peu le fondement de la conso. C'est de se dire qu'au lieu de garder le titre à valeur historique tel qu'il est rentré dans la compta des comptes statutaires, on l'élimine et on la remplace par la quote-part des capitaux propres retraités de la fille. Donc, phase 1, on recense, toujours pareil, les 3 phases décrites par Fadia. On recense les titres de participation interco, enfin à l'intérieur du groupe. On s'assure qu'on a la bonne valeur. Il peut y avoir des divergences aussi avec les comptes statutaires parce que en conso, on intègre à la valeur des titres les frais d'acquisition, net d'idées en français. En IFRS, ils restent en charge, mais en français, on les active, net d'idées. Donc on s'assure de la correcte valeur. On s'assure qu'on a bien des titres qui sont dans le périmètre. Pour rappel, on l'a dit dans le webinaire 1, on a 4 cas d'exclusion de périmètre. Je vous réfère au webinaire 1 qui est sur le replay si vous avez besoin de vous rappeler lesquels. Et la différence entre l'ouverture et la clôture doit s'expliquer par des variations de périmètre. Et donc, qui peuvent avoir un impact en effet sur la valeur des titres dans la conso. Phase 2, on corrige les écarts identifiés, donc peut-être par les frais d'acquisition qu'il faut mettre net d'idées. Voilà. Normalement, donc, les impacts entre l'ouverture et la clôture sont issus de variations de périmètre et donc doivent être justifiés par des documents juridiques qu'il faut pouvoir étudier, qu'il faut même vraiment étudier parce qu'il peut y avoir dans le juridique des compléments de prix, par exemple, qui n'auraient pas été pris pour des raisons X ou Y en compte statutaire et qu'il faudrait rajouter en conso. Et ensuite, donc phase 3, on élimine les titres. L'élimination des titres, elle se fait dans celle qui détient les titres. On ne peut pas éliminer quand on n'a pas. Donc, il faut éliminer les titres dans la détentrice. Par contre, la contrepartie, c'est dans les capitaux propres de la société détenue.
Et le différentiel, c'est donc entre le prix que j'ai payé, qui est dans les comptes statutaires, et la quote-part que je remonte, c'est l'écart d'acquisition qu'on appelle goodwill ou badwill en cas d'acquisition. Il n'y a évidemment pas d'écart quand on a la valeur des titres qui est égale au prix qu'on a payé en cas de souscription. Je voulais rajouter autre chose, c'est que dans la différence en conso, l'interprétation en conso, du coup, de la contribution des capitaux propres, qu'est-ce que ça signifie en conso? Eh bien, comme on substitue la valeur comptable à la quote-part des capitaux propres retraités, ça signifie que la contribution consolidée de l'entité est égale à la valeur créée, au résultat accumulé de cette société à partir du moment où elle est rentrée dans le périmètre. Donc ça, c'est une interprétation, enfin, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est ce que signifie la contribution des capitaux propres d'une entité à l'intérieur d'un groupe. C'est les résultats accumulés depuis l'entrée dans le périmètre. Quand on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses. Je te passe la parole, Fadia, pour les changements de méthode d'estimation et correction d'erreurs. Ok, merci. Donc là, c'est le dernier volet de ce webinaire. Donc effectivement, nous allons aborder les trois éléments importants aussi à suivre pendant la production des comptes consolidés, en amont de la production des comptes consolidés. C'est ce qui concerne donc les changements de méthode comptable, d'estimation et correction d'erreurs. Donc ce sont trois points sur lesquels il faut être vigilant, encore une fois bien les documenter, pour la validation par les commissaires aux comptes, hein, bien entendu, et pour pouvoir justement donner une vision ajustée de l'activité du groupe. Quand on a la correction d'erreurs, donc c'est comme les principes dans les règles du PCG, hein, les corrections d'erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées. C'est-à-dire, à l'exercice N, je constate que j'ai fait une erreur sur les exercices antérieurs. Je ne vais pas corriger les capitaux propres. Je passe en réserve, en fait, pas les capitaux propres, pardon. C'est pas parce que c'est antérieur à l'exercice N que je passe en réserve. Je passe tout par le résultat parce que je dois assumer le fait que j'ai fait une erreur. Donc, ça, c'est un principe. Il y a un autre point important. Normalement, quand la correction d'erreur, toujours ce seuil de signification, quand la correction d'erreur concerne un montant significatif, là, effectivement, je présente sur une ligne séparée du compte de résultat. Mais nous, on en discutait encore tout à l'heure, effectivement, dans nos différents dossiers de comptes consolidés, on voit en fait qu'on ne met pas sur une ligne séparée parce qu'on ne veut pas justement mettre en évidence cette erreur-là. Donc, en fait, on va corriger, on va impacter les comptes de résultats qui sont appropriés, qui sont concernés. Voilà. Ça, c'est la correction d'erreur. Deuxième point, le changement de méthode comptable. Donc, le changement de méthode comptable, on intervient lors de l'homogénéisation des méthodes en consolidation. Pardon, ça, ce sont deux choses différentes. L'homogénéisation des comptes, c'est une chose, et le changement de méthode comptable tel que défini par le PCG, c'est autre chose, hein. Donc, ce sont deux points différents et effectivement, il faut porter l'attention sur ça. Quand on fait un changement de méthode comptable, on passe tout en capitaux propres. On n'impacte pas le résultat. Donc, on ne va impacter le résultat que dans les exercices futurs puisque la méthode a changé. Effectivement, ça va être une comptabilisation normale. Mais là, à ce niveau-là, on ne comptabilise on n'impacte que les réserves en capitaux propres, les réserves consolidées. Troisième et dernier point, le changement d'estimation. Le changement d'estimation, à la différence du changement de méthode comptable, le changement d'estimation n'impacte pas les résultats les années précédentes, puisque l'estimation, c'est sur un point dont on tient compte qui arrive durant l'exercice N et qui n'a pas d'impact sur les exercices antérieurs. Donc, pas de correction au niveau des réserves, mais sur une estimation à partir de l'exercice N et sur les exercices futurs. Donc ça, c'est un point important. Voilà. Et bien, écoutez, merci en tout cas pour votre attention.
nous avons fini ce webinaire, en tout cas sur l'aspect technique. Et donc là, nous continuons, merci Claire, sur l'offre de consolidation que nous pouvons vous proposer. Voilà, donc notre offre de consolidation, donc on touche à tout ce qui a trait à la consolidation. Donc on peut vous aider pour l'externalisation de votre conso, alors soit totale ou partielle, on met le curseur là où vous avez besoin. On peut vous aider sur soit un appui technique sur un sujet précis, soit pour une formation un peu plus globale, outils ou technique, hein. On vous aide aussi sur la mise en place de reporting de conso pour vous aider à piloter vos indicateurs, mettre en place vos indicateurs et piloter pour la communication financière. L'appui à l'audit de compte conso, alors soit en pré-audit, soit juste pour valider un point que vous avez traité et pour lequel vous voulez un peu plus d'assurance. On fait aussi du renfort opérationnel, c'est-à-dire qu'on intervient si vous avez soit un surcroît d'activité, soit une absence pour des raisons X ou Y, on vient vous aider. Aide au choix à l'outil, donc ça c'est le volet outils, soit on vous aide à choisir un outil, surtout avec les changements d'outils qui se profilent, soit on vous aide à implémenter l'outil, à paramétrer des états spécifiques de vos outils. Se rajoute à ce panel-là qui est déjà pas mal étendu, deux volets qu'on mettra dans le prochain webinaire, qui est les IFRS. Et puis, alors, soit IFRS diagnostic pour passer aux IFRS, soit transition IFRS, soit étude d'un sujet IFRS. Et puis, un volet tableau de flux de trésorerie avec l'analyse du tableau de flux de trésorerie un peu plus poussée que juste la présentation et une analyse aussi du BFR et des pistes de comment améliorer votre BFR en conso. Et Fadia a encore un petit plus à vous proposer. Oui, donc merci Claire. Donc effectivement, comme exposé au début de ce webinaire, en complément donc, de l'offre de consolidation, nous avons aussi la possibilité de vous offrir 2 éléments complémentaires, à savoir former vos équipes. Donc nous sommes organismes de formation, donc PKF et Grow and Share sont 2 organismes de formation et nous pouvons former les équipes avec un aspect ludique. Ça, c'est un peu le pari aussi qu'on essaye de faire, c'est de donner un aspect ludique à des sujets aussi techniques que la consolidation. Et par ailleurs, donc animer un coaching collectif pour faire fédérer vos équipes à un même projet, notamment quand vous avez le projet d'implanter, de créer un département consolidation, d'internaliser la consolidation, faire des reportings mensuels. Voilà, donc là, il y a la possibilité, avec donc, cette casquette de coach professionnel que j'ai, de pouvoir animer un coaching collectif et mener à bien des projets. Voilà, merci. Merci bien pour votre attention, merci pour votre présence. Ce webinaire donc arrive à la fin et si vous avez des questions, eh bien c'est maintenant. C'est le moment. Vous pouvez les poser dans le chat, comme je le disais en introduction. Sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à Fadia ou à moi et on se ferait un plaisir de vous répondre. Le prochain webinaire, c'est le 30 avril, 11h30. Il traitera des variations de périmètre, donc avec des sujets plus techniques, du coup, un peu, on monte crescendo dans la technicité. Voilà. Le YouTube, on a notre replay sur YouTube, donc comme on disait en intro, le support et le lien YouTube vous seront envoyés à l'issue ou dans la journée. Et puis, il y a une question. Il y a une question. Oui, il y a une question, Claire, et elle t'est destinée, puisque tu avais soulevé la question des sessions d'IMO interne. Donc, Anaïs Rabillet nous demande s'il y a une importance sur le fait de reconstituer à la valeur historique chez la vendeuse, ou peut-on choisir de reconstituer chez l'acheteuse? C'est chez l'acheteuse qu'il faut reconstituer parce que la vendeuse, elle a plus son IMO. Donc, elle l'a plus dans ses comptes. Par contre, dans l'acheteuse, il faut reconstituer la valeur historique de l'IMO, valeur brute et amortissement. Voilà. Et c'est chez l'acheteuse aussi qu'on va comptabiliser l'impôt différé
s'il y a un impôt différé. Bon, là, en l'occurrence, probablement pas, mais voilà. Est-ce que ça répond à votre question? N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous voulez poser des questions, parce que là, nous avons quand même commencé à aborder des sujets techniques. OK, Très bien. merci. Désolée si j'ai pas été claire, du coup, à ce moment-là, sans jeu de mots. Très bien. Eh bien, écoutez, Claire, nous n'avons pas d'autres questions, ni dans le chat, ni de main levée. Donc, je pense que nous pouvons conclure. OK. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous joindre l'une ou l'autre. Oui. Ah, une Nous question. avons une dernière question qui arrive. Comment procéder si la part n'est pas de 100%? Alors, je ne J'imagine sais pas si concernant ça les concerne cessions les d'IMO. voilà, si ça concerne des opérations non réciproques, donc avec un impact résultat, c'est une bonne question. En fait, il faut vraiment constater, quelle que soit la méthode de consolidation, il faut vraiment constater, ce retraitement et éliminer la marge interne ou le résultat interne. Quelle que soit la méthode de conso, il faut le faire. Parce que même en mise en équivalence, on prend la quote-part des capitaux propres retraités, donc qui seraient retraités de cet ajustement-là, de ce retraitement-là. Et si, la part n'est pas à 100%, donc s'il y a des minoritaires, c'est au moment de la répartition groupe Minot, donc à la fin de la conso, une fois qu'on a, pris les comptes statutaires, éliminé les intercos, passé le retraitement d'homogénéisation, les éventuels autres, retraitements dus aux variations de périmètre et cetera. Quand on a fini tout ça, on prend les capitaux propres, l'impact résultat et on le répartit entre groupes et minoritaires. C'est à la fin, quand on a tout fini, la dernière étape, c'est la répartition entre groupes et minoritaires. Donc si on a 90%, eh ben, le retraitement, il sera pris à 90% par le groupe et à 10% sur les minoritaires. Et ça, on le verra de manière plus approfondie quand on fera le webinaire sur les capitaux propres. Voilà, bah, écoutez, merci en tout cas, en espérant que, voilà, que ça a répondu à votre Parfait, question. merci beaucoup. Merci pour votre présence et nous vous souhaitons donc une bonne journée et rendez-vous au troisième webinaire prévu le Le 30 30 avril. avril à 11h30. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.